Bonjour à tous, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui au Congrès mondial sur l'intelligence artificielle. On va donc aborder un thème très vaste, crucial pour notre avenir, comment générer un écosystème de confiance francophone, numérique et durable. Alors, on va d'abord s'intéresser à essayer de savoir de quoi on parle, parce que ça peut être très très vaste. Donc, quelles sont les questions sous-jacentes, et notamment les questions philosophiques? On va s'intéresser au pourquoi surtout. On a deux constats, des constats mondiaux et des constats locaux. Essayer de comprendre où va le monde pour comprendre pourquoi on doit créer ça. Et ensuite, on va aller dans le comment. Recommandations, la francophonie avec un plan, et on va parler d'initiatives qui sont déjà en marche. Alors, au niveau du constat, avant d'arriver sur le constat, on va d'abord juste dégrossir le thème. Vous savez que nous sommes 4,2 milliards de personnes qui utilisent l'identité numérique. On va passer à 6,5 milliards, d'où l'importance de commencer à créer un rempart de confiance et à commencer à se protéger d'entités malveillantes, mal intentionnées, à protéger notre identité numérique. Et aussi, dans la mesure du possible, est-ce qu'on pourrait s'émanciper de certaines technologies hégémoniques qui viennent de certains pays? Alors, d'autres questions qui sont sous-jacentes et qui sont philosophiques, c'est quelles sont les limites de la souveraineté numérique, quelle éthique on devrait adopter, et ensuite, quelles sont les entités locales ou internationales qu'on pourrait adopter comme entreprises de confiance? Est-ce que ce sont les unes, les autres, ou on pourrait concilier les deux? Et plus important que ça c'est une question philosophique, est-ce qu'on pourrait concilier mondialisation choisie et souveraineté choisie, plutôt que d'opposer souveraineté subie et mondialisation subie? Alors dans certaines slides, je vais aller très vite, et d'autres, on va aller beaucoup plus largement. Premier constat, vu qu'on a le droit d'être à 10 000 pieds de haut dans cette conférence, nous sommes actuellement dans un monde multipolaire, dans un combat de plusieurs mondes. 3 mondes s'affrontent dans une hiérarchie mondiale. La première, ce sont les grands pays. On peut dire qu'on a 1 ou 2 pays qui sont en train de dominer et qui considèrent le reste du monde comme des succursales ou des filiales, qui ne se considèrent plus vraiment comme un seul pays, mais plutôt une partie principale du monde. On a ensuite les villes-mondes. Les villes-mondes qui, elles, ne se considèrent plus comme des villes nationales depuis un moment. Par exemple, Londres, Paris, New York se considèrent comme des villes qui sont ramifiées dans le monde entier et n'ont pas besoin d'être considérées comme des villes nationales. Donc très rarement, on va voir Londres parler d'Angleterre. Très rarement, on va voir Paris parler de France ou New York parler des États-Unis. Ces villes sont ramifiées. Et leurs concurrents sont des smart cities qui sont donc plus petites et qui utilisent l'innovation, la créativité pour essayer d'attirer de l'attractivité économique d'une autre manière et essayer un jour de les concurrencer. Et les troisièmes, ce sont les grandes entreprises hégémoniques, notamment le GAFAM pour les États-Unis et le BATX pour la Chine. Ces entreprises n'ont plus de frontières, plus de limites depuis un moment, et les 3 mouvements, les 3 mondes s'affrontent en permanence. Alors, on va s'intéresser un petit peu au GAFAM, parce que c'est le GAFAM qui nous touche de plus près, plus que le BATX, et c'est de voir les impacts sur notre société. Nous, on a beaucoup d'impacts sur notre société, mais les Américains aussi, on va en parler un petit peu après. Impact sur notre culture, notre civilisation, notre langue, et on pourrait appeler ça le tout laisser-faire technologique venu d'ailleurs. Alors que dans notre pays, on n'a pas le droit, forcément, et on va le voir un peu plus tard, de créer des groupes monopolistiques. Un groupe monopolistique qui viendrait d'ailleurs aurait le droit de s'affranchir de nos lois dans notre propre pays. On va en parler juste après. Donc c'est un nouvel impérialisme technologique, économique, culturel, civilisationnel. Et donc la vraie question, sommes-nous encore souverains chez nous? La réponse est presque dans la question. Alors plutôt que de prendre une image qui vaut 1000 mots, on va prendre un livre qui a été rédigé il n'y a pas longtemps, un livre d'un Québécois très connu, Alain Saulnier, ancien directeur général de Radio-Canada, professeur de journalisme, et qui est aussi un professeur actuel de l'Université de Montréal. Donc on est au bon endroit, au bon moment, pour parler d'Alain Saulnier. Et Alain Saulnier, le titre du livre veut tout dire. Les barbares numériques, résistons à l'invasion des GAFAM. Donc on ne peut pas prendre un meilleur témoin de la société depuis 30 ans pour nous expliquer ce qui se passe ici. Prenons quelques éléments du livre.
Alain Saulnier nous dit « Les géants du numérique défient nos lois au Québec et au Canada ». On va voir un peu plus tard que c'est le cas dans différents pays du monde. On a eu des démissions successives des gouvernements qui ont fait que ces grands groupes ont pris de plus en plus de place. On s'est rendu compte aussi que les moins de 35 ans, au Canada ou ailleurs, sont davantage devenus des citoyens et citoyennes du GAFAM que des citoyens et citoyennes de leur propre pays. Pendant le Covid, cette croissance s'est encore développée et pour atteindre un point de non-concurrence pour la plupart des autres groupes. Et la question que pose Alain Saulnier, c'est comment ne pas s'inquiéter de notre vulnérabilité et comment protéger notre souveraineté culturelle. Il va plus loin par la suite. Il nous montre qu'il y a des prises de conscience, y compris aux États-Unis, qui auraient dit que des États américains voudraient démanteler eux-mêmes dans leur propre pays, des groupes américains. C'est vous dire la prise de conscience. Et cela pose un autre problème, l'équité entre les entreprises canadiennes et étrangères. Je pourrais vous en parler parce que je travaille dans la cybersécurité, l'identité numérique et différents domaines qui sont liés à ça. Mais le plus grand enjeu, c'est de voir des groupes américains qui finalement ont beaucoup plus de puissance au Canada que les entreprises canadiennes. Et donc ça pose un problème d'équité. Vous connaissez tous et toutes l'accord de l'ALENA. Il y a eu récemment un autre accord que peu de gens connaissent, c'est l'accord ASEUM, avec les mêmes pays d'Amérique du Nord, avec une clause de représailles si le Canada allait contre la loi américaine. Donc ça veut dire au Canada, si on fait quelque chose pour le Canada, mais qui serait pas forcément dans la ligne droite d'une loi américaine, les États-Unis pourraient envoyer chez nous quelques réprimandes. Ensuite, on voit aussi que ces grands groupes, dans ce combat multipolaire, n'ont peur donc d'aucun pays. Facebook, en compétition avec la Chine, n'a pas peur de représailles avec le gouvernement australien. Et on peut dire que les GAFA sont quasiment devenus des services publics. Et on va y revenir un peu plus tard. Alain Saulnier nous dit, lui, il a pris le prisme de la culture, des médias, nous dit qu'on a perdu 114 000 emplois au Canada avec cette concurrence déloyale, et surtout que les journalistes actuels ont des salaires beaucoup moins élevés que ce qu'ils auraient pu avoir dans un monde, on va dire, avec moins de concurrence déloyale. Dernière chose sur le GAFAM, sur son lien avec les pays, le GAFAM est devenu plus puissant officiellement, financièrement, que 4 pays du top 10 mondial. Donc le Japon, 3e puissance mondiale, l'Allemagne 4e, la France 7e et le Canada 9e. Le GAFAM est plus puissant aujourd'hui. Et on pourrait se dire, alors le pire serait de dépendre de ces grands groupes. Non, le pire, ce serait qu'ils s'effondrent. S'ils s'effondraient, Jacques Attali, qui est l'un des 100 plus grands philosophes dans le monde, nous explique que ce serait encore pire. On serait dans un vide total. Donc on est complètement dépendant. Et Alain Saulnier nous dit, ni le Québec ni le Canada n'y arriveront seuls. Et donc vous voyez où je veux en venir. On va devoir s'associer à d'autres pays qui ont les mêmes règles que nous pour pouvoir s'en sortir. Alors, le sujet qui est derrière tout ça, c'est l'identité numérique. On va prendre l'exemple de l'Europe. En Europe, il y a eu un accord États-Unis-Europe il y a plus de 15 ans, qui s'appelle The Privacy Shield. Vous avez dû suivre ça. C'était censé être le bouclier entre les données européennes et américaines. Et finalement, ça permettait à différentes entreprises de passer des données, de collecter des données, nos données de santé. Donc, quand on est patient d'un hôpital, par exemple, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, nos données se retrouvent aux États-Unis. Nos données bancaires, quand on est dans une banque européenne, on avait le droit d'envoyer les données aux États-Unis. Nos données légales, on achète un bien, nos données se retrouvent aux États-Unis, etc. Nos données de vie, nos courriels, tout ça se retrouvait aux États-Unis pendant plus de 15 ans. Vous imaginez, quand on parle d'intelligence artificielle, la puissance que ça donne quand on ne demande pas l'autorisation à des dizaines de millions de citoyens et citoyennes et qu'on peut faire prédire le comportement dans 5 ans, 10 ans, 15 ans de personnes qui nous donnent gratuitement leurs données. Et donc, c'est de la surveillance de masse. Donc, ça a permis aux services secrets aussi américains de bien savoir ce qui se passe dans les foules. Et c'est un enjeu d'identité numérique et de cybersécurité. À tel point que le Parlement européen a commencé à s'interroger sur ces sujets et a fait un rapport complexe, d'ailleurs, très large, sur les insuffisances, sur les règles de transfert de données. Alors ensuite, l'Europe a commencé à se réveiller. Ils se sont dit, le GAFAM, non seulement nous prend toutes nos données,
Donc, en plus de ça, ils nous prennent nos données, ils ne payent pas d'impôts. Donc, en fait, on a voulu leur donner des taxes, des impôts, et finalement, ces impôts n'ont pas été appréciés par Donald Trump, qui a donné tout de suite un nom immédiat. Donc, ils se sont repris en 2020, et la justice a invalidé les transferts de données entre l'Europe et les États-Unis. Donc depuis 2020 à 2022, on était dans un flou juridique où on ne savait pas où les données, si en cas de vol de données, qui étaient les responsables aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Et ensuite, en 2022, donc au mois de mars, accord entre Ursula von der Leyen et Biden sur un accord de principe sur les transferts de données. Alors on n'en sait pas plus. On sait que ça va probablement permettre une compréhension mutuelle, mais on n'en sait vraiment pas plus. Donc, pour vous dire, au Canada et en Europe, c'est pas beaucoup mieux. Il y a un accord de principe étroit entre le partage de données. Et donc, nous, on a voulu aller plus loin. On a organisé un débat au Québec en novembre 2021 sur comment créer un écosystème de confiance durable au Québec. On a réuni tous les écosystèmes de cyber qu'on connaît bien, les INSECEM, Cybersécurité fédérale canadienne, CyberEcho, grappe montréalaise, Prompt, qui finance la cybersécurité pour le gouvernement du Québec au Canada, et d'autres, Connexité, par exemple, qui est la zone d'innovation en cybersécurité à Gatineau, donc pour le Canada, et les laboratoires d'identité numérique qui ont été créés, notamment DIAC et l'IDELAB. On avait aussi la présence du ministre Éric Kerr, et on avait les universités du Québec sur la partie cybersécurité. On a posé plusieurs questions parce qu'on voulait savoir, auprès d'un grand groupe américain qu'on a invité, un grand groupe français et des groupes locaux qui étaient de taille moyenne, quels étaient les critères de souveraineté, d'éthique pour définir des entreprises locales ou internationales qui géreraient nos données ici. On a bien sûr eu beaucoup de questions parce qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est la propriété intellectuelle des technologies ou l'open source dans les technologies. On avait un acteur d'open source qui nous disait que pour se protéger d'entités malveillantes, il fallait utiliser de l'open source parce qu'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'actionnaire et les technologies sont libres de droit. Ça, c'est le bon côté des choses. L'open source est accessible à tout le monde sur Internet. Une personne malveillante, mal intentionnée, peut infecter le code open source et on peut se retrouver à l'utiliser. Un fournisseur peut l'utiliser avec bienveillance ou malveillance pour l'intégrer dans une entreprise. C'est ce qui m'est arrivé personnellement en 2015 dans une de mes entreprises et ça nous a pris 2 ou 3 ciseaux, donc des spécialistes en cybersécurité, pour savoir ce qui s'était passé. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième question, on pourrait se dire, il faut forcément faire confiance à une entreprise locale versus internationale. Mais si on pose la question comme ça, est-ce que vous préférez une entreprise locale mafieuse ou une entreprise internationale qui respecte les règles locales? Très vite, on va dire, on préfère l'entreprise internationale. Donc si on retirait toutes les entreprises internationales et on se disait, il suffit d'avoir une entreprise locale pour qu'elle soit bienveillante, on se rend bien compte qu'il y aurait encore plus de problèmes et plus de mafia probablement. Donc il faut choisir des deux côtés les bons. Autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que vous préférez une entreprise puissante, internationale, qui a une grande marque, ou une entreprise locale, imparfaite? La plupart des gens, de manière empirique, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ont toujours choisi la plus grande entreprise. C'est rassurant. D'ailleurs, le ministre Éric Kerr dit « Big is beautiful » pour expliquer le GAFAM. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant quand c'est plus gros, c'est plus grand, c'est rassurant, même si ça vient d'ailleurs. Mais la vraie question qui concerne notre identité numérique, en cas de vol de données, si vous perdriez votre nom, votre prénom, votre numéro d'assurance sociale, ou si on est en Europe, votre numéro de sécurité sociale, vous préféreriez attaquer une entreprise gigantesque aux États-Unis ou une entreprise locale, dont le droit local est le même que le vôtre? À cette question-là, la réponse est binaire. C'est on va défendre effectivement nos droits et on va préférer un fournisseur local. De toutes les façons, on sait très bien qu'il y a plusieurs manières de voir les choses et que tout dépend d'un ensemble de critères. On va y revenir un peu plus tard.
Partie 4, cyberdéfense, cybersécurité. Sont les conséquences. On a de nombreuses attaques, cyberattaques, cybersécurité. Tout le monde nous sort des chiffres un petit peu les mêmes un peu partout. Au Canada, on nous dit depuis 2019, 71%, 80%. En France, on nous dit 80% de cyberattaques. La semaine dernière, j'étais avec l'Agence nationale de cybersécurité au Luxembourg. Et donc, on a eu les derniers chiffres pour toute l'Europe. Le même chiffre, 80%. Donc, 80% d'entreprises qui reconnaissent être hackées. Et les 20%, on n'en parle pas trop parce que c'est soit des entreprises qui ne sont pas au courant, qui ne veulent pas savoir, qui ont peur de savoir, qui ignorent ou qui le savent et qui ne veulent pas le dire. Donc, on ne mettra jamais 100% dans un sondage comme ça, jamais. Donc, il y a eu 4000 attaques gigantesques, 4000 attaques de ransomware. Et donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, sur 100% des crimes dans le monde, 1 sur 2, plus de 50%, sont liés aux cyberattaques. Alors, à côté de ça, il y a plein de cascades de conséquences. Les groupes d'assurance, les groupes bancaires arrivent de moins en moins à assurer les cyberassurances. Les ransomware coûtant une fortune, il est très difficile d'assurer toutes les attaques et toutes les rançons à payer, les rançons logicielles. Il y avait, depuis 1 an et demi, tant d'attaques que certains grands groupes bancaires ont perdu 50% de leur stock financier en 1 an et demi. Ensuite, vous avez les risques cyber, donc ils sont devenus le risque numéro 1, plus que le Covid. Donc on avait la pandémie du Covid et en même temps on avait les cyberattaques. Les cyberattaques sont devenues numéro 1. Alors on pourrait se dire, si on a accès aux compétences, on pourrait y arriver. Et bien là aussi, s'il y a trop d'attaques, si tout le monde est attaqué en même temps, il n'y a donc aucune chance d'avoir accès à suffisamment de compétences pour tout le monde. Même les plus grands groupes intégrateurs technologiques dans le monde ou au Canada ont 2 ans à 3 ans de retard pour livrer leurs plus grands clients. Vous imaginez les conséquences sur les moyennes entreprises, sur les petites entreprises, etc. Les fournisseurs, au Québec par exemple, un fournisseur de taille moyenne, c'est 40 à 50 personnes. Sur 40 à 50 personnes, vous n'en avez qu'une seule personne qui sait vraiment, sur une profondeur importante, ce qu'est la cyberdéfense et la cybersécurité. Chaque fournisseur a des centaines de clients. Donc vous imaginez un seul cerveau qui doit s'occuper de centaines de clients. C'est impossible. Donc il y a une pénurie de main-d'œuvre tellement importante qu'on pourrait même dire que sur 1000 entreprises, des plus petites aux plus grandes, une seule au maximum aurait suffisamment de compétences, une personne, un CISO, Chief Information Security Officer, un directeur de cybersécurité ou quelqu'un qui va surveiller, monitorer les attaques potentielles. Et donc, la main-d'œuvre étant hors de prix, les salaires sont également surestimés. Si vous voyez les salaires des gens les plus importants en cybersécurité, on les à 250 000 et plus, et pourtant, les personnes n'auront pas plus de capacité à gérer que d'autres personnes. Simplement, la pénurie fait que les salaires augmentent énormément. La dernière conséquence sur la partie compétence, c'est la rotation des employés. Si on sait par avance qu'on ne sera pas capable de gérer un grand groupe, on est recruté, par exemple, en tant que CISO, je deviens CISO d'un grand groupe canadien. Je sais par avance que mon temps est compté au premier jour de mon arrivée. Donc, je vais gagner du temps, 6 mois, 1 an et demi, puis après, je m'en vais. Et donc, les grandes organisations sont extrêmement fragilisées également. En plus de ça, les technologies cyber sont très chères, très chères. Donc, souvent des technologies américaines, encore une fois. Donc, c'est très cher, c'est difficile à implanter. Donc, je suis une petite entreprise de 10 employés, 20 employés, 50 employés. Ce sera très, très difficile de pouvoir m'équiper et de recruter la personne qui n'existe pas ou qui est dans un grand groupe, de venir chez moi plutôt qu'ailleurs. Et enfin, on confond croyance et compétence. Entre compétence et confiance. Il existe des écosystèmes de compétences, donc on l'a dit en cybersécurité et autres, et on pourrait dire qu'il suffit de transformer ces écosystèmes en écosystèmes de confiance. Or, vous ne verrez jamais une personne qui ne sait pas, qui est incompétente, qui est ignorante, faire une attaque. Donc, ça prendra toujours des gens qui sont dans la force claire et dans la force obscure. Et il y a des gens qui sont capables de faire les deux. Un jour, ça va être je vais faire juste mon travail, on m'a demandé de sauver telle entreprise, je le fais. Puis un autre jour, je vais en profiter pour ajouter ce qu'on appelle une backdoor, par exemple. Une porte détournée qui nous permet
de simplement infecter le code, de récupérer des données sur des années sans que les clients soient au courant. Il y a des gens qui sont 100% dans la force obscure. Ça, c'est encore autre chose. Donc, il y a différents types de hackers, et donc il faut séparer les bons des mauvais, je dirais, pour être capable de créer un écosystème de confiance qui va nous protéger en premier, localement, plutôt que de confier notre destin à des entreprises mondialisées qui devraient nous aider localement. Et enfin, pour les jeunes, dans plusieurs pays, la tentation pour les jeunes, ce n'est plus de se dire « j'ai 30 ans, 40 ans devant moi, je vais avoir un petit salaire toute ma vie, je ne pourrai pas m'acheter un appartement de toute façon et j'aurai peut-être une retraite, peut-être pas. Je n'ai plus confiance au système. Donc, je décide que ma vie, c'est plus rentable de détruire la vie des autres pour gagner la mienne, plutôt que de respecter le système. » Et ça, c'est un enjeu de société aussi qui est considérable dans de nombreux pays. Alors, on pourrait dire, existe-t-il un modèle de souveraineté numérique vertueux ? Oui, si on avait toute cette chaîne de confiance. Une chaîne de confiance, ce serait de bout en bout d'avoir 100% des responsables et du pouvoir légal local. Donc, c'est-à-dire au niveau de la gouvernance des actionnaires, au niveau de la propriété intellectuelle, au niveau de l'implémentation des technologies, au niveau des technologies, au niveau de l'hébergement des données, tout devrait être normalement 100% localement. Mais en plus, tout devrait être au niveau des maisons mères 100% localement. Or, vous pouvez regarder n'importe quelle entreprise sur le marché. Beaucoup vont vous dire on est sécurisé, on respecte le cloud, on est souverain, etc. Vous verrez que les actionnaires sont ailleurs. Vous verrez que les technologies qu'ils utilisent ont des maisons mères qui sont ailleurs. Vous verrez que la propriété intellectuelle des technologies n'est pas au Canada, par exemple. Donc, qu'est-ce qui les empêche en permanence d'envoyer leurs données ailleurs ? Rien. Rien. Ils le font tous les jours, d'ailleurs, avec l'Europe, c'est depuis 15 ans et plus. Et au Canada, c'est la même chose. C'est la même chose. Alain Saunier ne se prive pas de dire que le Canada est complètement domestiqué par les États-Unis. Mais qu'est-ce qui nous permettrait de faire durer les choses ? Le principal problème, c'est qu'au lieu de racheter des entreprises, c'est nous qui nous faisons racheter. Donc, on ne peut pas conserver la loi et le devoir qu'on avait auprès de nos clients puisqu'on se fait racheter par un système étranger qui est différent, avec des lois différentes. Du jour au lendemain, l'identité numérique n'est plus forcément protégée et tout change. Alors, je ne vais pas vous parler de la croissance internationale parce qu'on n'aura pas le temps, mais il faudrait une chaîne de bout en bout, vous l'avez compris, 100% locale. Donc, il faut concilier souveraineté choisie, mondialisation choisie. Souveraineté choisie, commencer à se protéger en interne avec des résolutions éthiques et souveraines. Mondialisation choisie, construire une alternative internationale de confiance au niveau gouvernance et technologies complexes, durables. Alors, on va aller tout de suite sur comment générer un écosystème de confiance numérique. Vous avez compris que ce n'était pas automatique d'être compétent et d'être de confiance. Mais l'autre débat qui est sous-estimé, c'est qu'on croit qu'il suffit de faire un écosystème de cybersécurité et que ça suffira pour gérer la cybersécurité. Eh bien non, il faut un ensemble d'écosystèmes transversaux. Il faut de la cybersécurité, il faut de la défense, il faut de l'identité numérique, il faut de la blockchain, il faut de la RegTech. RegTech, c'est technologie de régulation. LegalTech, technologie légale, celle qui gère les diamants de nos données. Entre les données opérationnelles, les données financières, les données légales sont les plus importantes. Et les crypto-monnaies, il faudrait des crypto-monnaies à nous, souveraines également, pour gérer. Et on va commencer dans l'écosystème par les tiers de confiance. Leur nom ne s'invente pas. Si on veut un écosystème de confiance, il faut mettre en premier les tiers de confiance. On va expliquer un peu quel est l'ADN de ce type d'entreprise. Ensuite, il faut avancer avec une cartographie. On doit cartographier les entreprises et les technologies de confiance pour démocratiser la cyberdéfense, pour former des personnes bienveillantes, fidèles et reconnaissantes. Alors ça, je peux vous dire, dans les écosystèmes, il n'y en a pas beaucoup. C'est la définition des employés des tiers de confiance. Ces gens-là, ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de mission. Ces gens-là, ce n'est pas une question de « oh, je ne me sens pas bien, je vais changer d'avis du jour au lendemain ». Ce sont des gens qui restent pour leurs clients. Ils ont une mission. Les managers aussi, ils ne changent pas, ils restent. Sauf qu'eux aussi sont en danger de se faire racheter eux-mêmes par des intérêts étrangers. Ensuite, il faut former des fournisseurs loyaux, il y en a quand même beaucoup sur le marché, et fournir des solutions prêtes à l'emploi pour aider les petites et moyennes organisations, villes et associations.
La plupart des petites villes, des petites associations, il n'y a rien. Et les petites entreprises, c'est pareil. Il faut proposer un service simple avec une surveillance plus une technologie à des coûts mensuels faibles. Il faut assainir le marché des fournisseurs par une régulation basée sur l'éthique et la souveraineté des données. Et puis, il faut communiquer, démontrer que ce qu'on fait nous permet de réduire le nombre d'attaques et d'augmenter ce qu'on appelle le savoir-devenir des professionnels de la cybersécurité. Il faut aussi avoir une cohérence de salaire entre, effectivement, ceux qui sont très bons en cybersécurité, et il n'y en a pas tant que ça, et ceux qui sont moyennement bons, qui devraient avoir des salaires plutôt moyens, et mettre des jeunes sur le marché pour les aider à rentrer dans le marché de la cybersécurité. Surtout, il faudra arrêter de faire du développement économique permanent alors qu'on a arrêté de protéger la sécurité de nos organisations. On ne peut pas faire du développement si on n'a pas sécurisé ses bases. Vous regardez toutes les équipes de sport qui n'ont pas de défense peuvent avoir la meilleure attaque, tôt ou tard, elles vont mourir. Alors il nous faut une vision prospective, souveraine et éthique. On a dit une cartographie qui rassemblerait des entreprises et technologies souveraines, des technologies efficientes. On ne va pas prendre des entreprises locales qui ont des technologies qui ne marchent pas. Il faut prendre des entreprises locales qui ont des technologies qui sont au top. Il faut que les usages soient universels. Ça fonctionne sur des sites de e-commerce, des sites web, de l'intranet, de l'extranet. Il faut des implantations faciles avec peu de transfert de compétences, entre 5 minutes et 24 heures maximum. C'est tout l'inverse des grands groupes de cybersécurité qui vendent du service pendant des années en espérant que ça continue. Si on veut régler les problèmes, il faut vendre des choses simples qui marchent tout de suite, qui éliminent le maximum d'attaques. Et bien sûr, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est derrière, c'est de l'IA. Il faut de la facilité d'utilisation. En 24 heures maximum, il faut du jour au lendemain être capable de comprendre ce qu'on utilise pour se protéger. Et il faut des petits prix pour les petites et moyennes organisations. Mais l'argument le plus important, si on veut quelque chose de durable, ce qu'on ne met jamais nulle part, c'est la cohérence avec le futur. Être cohérence de bout en bout dans la chaîne de confiance, on l'a dit, c'est très important, mais la cohérence entre les intentions des dirigeants qui vont dire, avant d'avoir un financement du gouvernement, « oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça ». Puis après, grâce au financement du gouvernement, qu'est-ce qui se passe? On obtient des clients. Grâce aux clients, on les valorise, on attire des fonds d'investissement, et grâce aux fonds d'investissement, on va attirer des investisseurs qui viennent d'ailleurs, et on se fait racheter. Et c'était la règle. Mais comment éviter de faire systématiquement, dans une approche systémique linéaire, de finalement financer des entreprises pour les autres? Et qu'en fait, à la fin, notre identité numérique se retrouve complètement ailleurs. On ne sait d'ailleurs plus vraiment où à la fin, tant le nombre de pays peut se targuer d'avoir nos données. Et donc, dans cette cohérence avec le futur, il faut protéger les renseignements personnels des citoyens. On a des lois au Québec, il y en a différentes. La loi 64, la loi 25 qui va entrer en vigueur prochainement. Et la vraie question, c'est comment s'assurer que les entreprises que nous finançons donc, vont prioriser dans le futur les citoyens locaux. C'est une très grande question. On parle d'éthique, on a parlé de ça en introduction. Un exemple d'éthique qu'on pourrait mettre en place, c'est valoriser des algorithmes autrement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'utilisateurs du web actuellement qui sont dans l'immédiateté, la notoriété facile. On pourrait très bien donner plus de profondeur aux critères pour valoriser autrement. C'est-à-dire créer une sorte de Google avec d'autres critères de recherche qui seraient donc différents. Et entre l'altruisme et l'abnégation ou l'égocentrisme facile, on serait capable de remettre un équilibre, de valoriser tout un tas de personnes, d'entreprises qui jamais ne voudraient être connues, jamais. Et c'est ceux-là qui mériteraient d'être connus, parce que c'est ceux-là qui sont généralement les plus compétents. On a souvent confondu notoriété et compétence, ce qui est encore autre chose. Mais en éthique, ce serait très intéressant de valoriser ça. Ensuite, il faut inciter d'autres pays partenaires à le faire et s'associer pour créer une réponse mondiale souveraine technologique. Comment générer un écosystème de confiance numérique francophone? La première question, y a-t-il encore de la place dans ce monde pour créer cette offre? On peut dire qu'il y a une grande force mondiale, ce sont les Américains, et la deuxième, ce sont les Chinois. On l'a vu dans différents domaines industriels, différents domaines dans le sport également. Lorsqu'il y a un numéro 1 mondial, il y a de la place pour un numéro 2 mondial. Lorsqu'il y a un numéro 2 mondial, il y a de la place souvent pour un numéro 3 mondial. Par contre, il y a rarement de la place pour un numéro 4 mondial. Donc, il nous reste très peu de temps pour prendre la place avant qu'elle soit prise par une autre langue, un autre continent, un autre écosystème. Et on a souvent deux peurs qui nous empêchent d'avancer. Deux grandes peurs qui sont liées à notre éducation. On ne nous a pas donné les bons modules dans notre cerveau pour comprendre certaines choses autrement. La première,
c'est qu'on a toujours peur de partir d'une page blanche en visant l'impossible. On nous demande toujours de faire un petit truc qui marche bien, qu'on voit tout de suite, et on verra après si on va plus loin, de manière itérative. Pourtant, d'autres l'ont fait. Les grands groupes du GAFAM l'ont fait. Ils sont partis dans l'incertitude totale. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas du tout. Ils disaient on va faire un truc énorme qui va intégrer plein de trucs. Et on va le faire sur des années. Mais la plupart des gens disaient mais dans nos pays francophones, mais ça ne marchera jamais. Et finalement, ils sont tellement forts aujourd'hui que tout le monde dit comment on va faire maintenant aujourd'hui pour les dépasser. Donc ça marche très très bien. Et on attend surtout d'être rentable très rapidement. Amazon, ils ont attendu 11 ans pour être rentable. 11 ans. Qui attendrait au Canada, en France, dans certains pays d'Afrique, 11 ans pour faire un grand groupe, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça marche. La deuxième peur, c'est qu'une fois que les gens l'ont fait, on va leur dire l'inverse. Maintenant que vous l'avez fait, que c'est terrible et terriblement impossible à reproduire, je n'ai pas envie non plus de le tenter. Donc soit on a une page blanche et on ne fait rien, soit on voit les autres qui l'ont fait et on se dit non, j'y arriverai pas. Et ça, c'est lié à notre éducation sur deux choses. Dans notre éducation, on nous a appris le leadership dans la certitude. Donc on va toujours là où tout le monde va. On fait comme tout le monde parce que c'est ça qu'on doit faire. Et on doit être certain que ce qu'on va faire donne le résultat certain qu'on nous avait demandé de voir. Le leadership dans l'incertitude, c'est totalement l'inverse. On quitte sa zone de confort, on crée des chemins qui n'existent pas. Et c'est ça le monde de l'innovation, c'est ça le monde de l'IA, c'est ça le monde aussi de la défense et de la cyber. Et on va apprendre des choses sur soi-même, sur les autres, sur la manière de faire des technologies qui vont nous amener totalement ailleurs. Le deuxième élément qu'on ne nous a pas appris, qui est totalement lié au premier, c'est l'apprentissage en événement sur la durée. Si vous regardez bien, les technologies américaines sont des technologies d'apprentissage en événement sur la durée. La Finlande apprend à ses jeunes en éducation l'apprentissage en événement. Nous, on nous a appris tout l'inverse. On sait partout. On dit ça doit être là, ça doit être là. Chaque matière doit être dans une case, dans une catégorie. Et résultat, on ne comprend pas les intrications entre les différentes parties d'un puzzle. Et donc, il faudrait revisiter nos perceptions. Nous, en IA, dans notre domaine, on s'attaque aux anciens maîtres du passé, maîtres de la pensée. J'en ai cité que 3, mais il y en a beaucoup d'autres. Aristote. On a appris à l'école avec Aristote que dans un tableau Excel, une solution était vraie ou fausse. Résultat, on est binaire. Même si le « et » n'est pas loin, « et où », mais le « et », on ne le voit jamais. Si vous regardez un tableau Excel, si vous faites des projections, on vous dit c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. Donc Aristote nous a appris ça pendant des années, des dizaines d'années. On respecte ça. Or, les mathématiques qui sont derrière cette vision, ce sont des mathématiques absolues. Et le monde n'est pas absolu. Le monde est flou. Donc les mathématiques qui nous permettent de les comprendre, en IA, holistique notamment, ce sont des mathématiques floues. Les mathématiques floues nous permettent de comprendre que dans un cas c'est vrai, dans un autre cas c'est faux, donc ça veut dire que c'est vrai et faux. Prenons un exemple, 2 jumeaux qui ont le même ADN, qui sont au même endroit, au même moment, et qui passent le même examen. L'un réussit, l'autre échoue. Eh bien, dans un cas c'est vrai, dans un cas c'est faux. On n'a même pas pris l'environnement épistémologique. Un jumeau qui grandirait en Afrique, un autre en Europe, un autre au Canada. Et là aussi, on aurait 3 résultats différents. Donc c'est vrai, faux et autre chose. Ensuite, pour Descartes aussi, ce qui est très important, c'est qu'on nous a fait confondre compliqué et complexe. Donc Descartes nous a dit, vous avez un problème compliqué, et à l'époque ça marchait bien, parce qu'on n'était pas dans un monde complexe. Vous avez un problème compliqué, vous divisez ce problème en sous-problèmes, vous résolvez chaque sous-problème, vous réconciliez le tout et vous avez la solution. Aujourd'hui encore, c'est totalement faux, puisque si vous faites ça, vous brisez les interactions, les intrications entre les parties, et vous ne pouvez pas comprendre un problème. Et là, encore une fois, en mathématiques floues, la formule mathématique des mathématiques floues, c'est l'ensemble des parties plus l'ensemble des interactions entre les parties. Si vous supprimez une interaction ou les interactions, ça ne fonctionne pas. Je prends l'exemple d'un cancer. Un cancer du côlon, c'est 2500 variables au minimum. Notre génome, c'est au minimum 40 000 colonnes Excel. L'épistémologie, si on se balade dans un endroit, notre parcours de vie, c'est 1000 à 1500 variables. Vous imaginez un seul être humain qui se dirait « je vais prendre quelques variables sur les 2500 ou les 50 000 »
et je vais forcément trouver la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle les signaux forts, ce qu'on voit tout de suite. Mais plus important que les signaux forts, ce sont les signaux moyens et les signaux faibles qui vont déclencher un cancer, qui vont déclencher quelque chose chez nous qui va se passer à un moment donné. Si on ne comprend pas ce raisonnement qui est lié à l'infiniment grand ou l'infiniment petit, avec le quantique par exemple, on ne comprendra jamais l'apprentissage en événement et donc l'ensemble des paramètres qui ont fait qu'à un moment donné, quelque chose se déclenche ou pas. Et enfin, Darwin. Darwin nous a appris qu'il y avait la théorie de l'évolution. Bon, c'est très bien. On a réduit la pensée de Darwin comme si c'était uniquement ça, sa pensée, ce qui est faux. Il faut analyser toute une vie de quelqu'un pour comprendre ce que la personne dit. Et là, encore une fois, on s'intéresse à un petit bout de vie de quelqu'un et on en fait une vérité unanime, universelle pour le monde entier. Darwin a changé d'avis plusieurs fois dans sa vie sur ça. Et encore une fois, on ne peut pas décomposer la création de l'évolution. Lorsqu'on est dans le leadership, dans l'incertitude, la première chose qu'on commence à faire, c'est créer une entreprise, par exemple. On ne sait pas du tout où on va quand on crée une entreprise. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand on crée une entreprise, on croit savoir. On croit savoir, ça, ce sont les croyants. Les athées savent ce qu'ils croient. Mais dans les deux cas, quand ils vont créer une entreprise, dans les deux cas, ils seront croyants. Et dans les deux cas, lorsque ça va fonctionner, ils vont devenir un peu plus athées parce qu'ils vont se dire, bon, bah, ça marche bien maintenant, j'ai un peu moins besoin de croire. Et après, ils vont devenir agnostiques. Donc nous sommes tous en permanence les trois, croyants, athées, agnostiques, et la théorie de la création et la théorie de l'évolution sont intrinsèquement liées. Pour résumer, on a deux systèmes qui dominent, le GAFAM et le BATX. Actuellement, nos technologies sont soit trop spécialisées, soit trop localisées sur des petits périmètres géographiques. Donc tout l'inverse de la pensée qu'on aurait dû développer, qui aurait dû se résumer à des technologies d'une grande complexité. On a fait des technologies complexes, mais plutôt simples, alors qu'on aurait pu faire des technologies événementielles qui intègrent des bouts de vie entiers, de civilisations entières. Et en plus, quand on arrive à faire quelques technologies, de toute façon, elles sont rachetées par les Américains ou les Chinois. Donc pour réussir, il faut une approche globale, avec des technologies complexes, et un territoire qui dépasse la taille d'un pays. L'autre problématique qu'on a eue, qu'on nous a dit toute notre vie, c'est qu'on n'a pas assez d'argent. On ne peut pas faire ça. Je peux vous dire qu'on a dépensé des centaines de milliards en R&D, en Afrique, en Europe, au Canada, pour faire des tas de technologies qui sont dans des cimetières aujourd'hui. On a besoin des cimetières de technologies. Vous allez dans des centres de recherche, des universités, des syndics de faillite, vous allez voir des milliers de technologies qui étaient, pour la plupart, très acceptables, qu'on aurait pu agréger pour faire quelque chose de plus grand, mais on n'a pas voulu aller plus loin. Résultat, en 2022, est-ce qu'on a une seule technologie globale, francophone, mondiale? Zéro. Est-ce que c'est la faute des Américains là-dessus? Je ne pense pas. Ça, c'est notre responsabilité. Le contexte de l'Europe aussi, parce que certains disent on n'a pas besoin de faire quelque chose dans la francophonie, on pourrait le faire en Europe. Mais en Europe, c'est plus de 27 langues différentes, 27 histoires différentes, 27 civilisations différentes. Prenons juste l'Europe occidentale. 4 pays qui ont eu 4 Napoléons, entre guillemets. On a eu Napoléon en France, Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie, Franco en Espagne. Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'histoire de ces 4 pays dans le passé, un seul accepterait dans le futur d'être sous la coupole des autres, sous la langue des autres, sous la technologie des autres? Impossible. Le 5e qui avait un pied dedans, un pied dehors, c'est le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni a décidé de sortir. Et le Royaume-Uni a la langue anglaise qu'il partage avec les États-Unis. Le Royaume-Uni vient de confier ses données du service secret, une partie, à Amazon. Ça ne s'invente pas. Donc, on croit qu'on va pouvoir faire une défense européenne. Regardons l'Allemagne, il y a quelques jours, qui a acheté des avions américains au lieu d'acheter des avions français. Personne ne veut aider vraiment l'autre, parce que tout le monde se sent concurrent, et tout le monde veut dominer à la fin. Aussi, la francophonie s'impose comme la 3e voie naturelle, de par sa langue, sa population, l'accroissement de celle-ci, 715 millions en 2050, ça deviendrait la 2e ou 3e langue mondiale, 8% de la population mondiale, autant que par un autre grand point commun, c'est qu'aucun des pays de la francophonie n'a réussi jusqu'à présent à créer une grande technologie. Donc on est encore sur une page blanche, on peut donc y aller ensemble joyeusement. Et quand on parle de francophonie, ça ne veut pas dire une technologie où il y a une seule langue à l'intérieur. C'est multilingue à chaque fois. Simplement, ce serait sur le territoire de la francophonie. Quand on parle des technologies du GAFAM, on ne pense pas que c'est qu'en anglais. C'est dans toutes les langues. C'est pareil pour nous, ce serait la même chose.
Donc, il va falloir nous créer des écosystèmes dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et bien sûr dans le Canada francophone. Développer des technologies pouvant regrouper des ensembles d'ensembles. Créer des technologies qui peuvent regrouper des ensembles d'ensembles. C'est ça ce qui va nous aider. Développer des technologies spécialisées qui pourront s'arrimer aux technologies d'ensemble. Pour l'instant, comme dans notre éducation quand on était plus jeune, on ne fait que des choses éparpillées. Imaginez si tout ce qu'on faisait allait dans la même direction. C'est exactement ce que le GAFAM a réussi à faire. Tout ce qu'ils font va dans quelque chose, au même endroit. Alors, le plan qu'on proposerait, et qu'on a initié, ce serait en 3 étapes. Le premier, on l'a proposé au gouvernement, bien sûr, ici, puis à d'autres pays. C'est un plan d'urgence avec la cartographie des technologies de confiance. Il faut créer un socle vital entre 3 à 5 pays de la francophonie pour démarrer. Ensuite, il faut faire du secteur de la cyberdéfense et de l'identité numérique un domaine reconnu comme d'importance vitale. On appelle ça en Europe les OIV, Organisations d'importance vitale, ou OSE, Opérateurs à service essentiel. Ensuite, il faut simplifier la compréhension des technologies capables de résoudre 80% des problématiques. Et enfin, il faut créer des partenariats entre le gouvernement et les assureurs pour des subventions et des baisses de franchise en cas d'utilisation de technologies de confiance. C'est ça, maintenir le contrat social, gouvernement et citoyens-citoyennes. C'est ça le mandat des tiers de confiance qui existe aujourd'hui. Deuxième, il faut créer une large consultation, beaucoup plus large, pour étendre à d'autres technologies beaucoup plus importantes. Donc là, il faut intégrer des technologies qui vont agréger le court et le long terme, qui auront une architecture complexe, qui vont créer un sens par niveau de maturité, et on va ouvrir à d'autres technologies non canadiennes, mais qui seraient de la francophonie, d'Afrique, d'Europe, etc. Ensuite, il faut créer une pyramide de Maslow, technologie vitale, technologie nécessaire, technologie idéale pour le futur, ce qu'on appelle, dans notre jargon, des voûtes technologiques qui vont nous survivre dans 25 ans, 50 ans ou 100 ans. En anthropologie des technologies, on a plus de 25 ans d'expérience. On est capable maintenant de voir venir et de créer sur des temps longs des technologies qui pourraient nous survivre. Et troisièmement, il faut créer un institut de la propriété intellectuelle. Pour résumer, les grands groupes américains ne respectent pas vraiment les lois locales, envoient nos données chez eux et récupèrent progressivement notre propriété intellectuelle. Vous avez dû voir l'histoire d'Element AI qui a été créé au Québec, qui a été racheté par les Californiens. Ben là, ils vont nous la refaire une deuxième fois. Création d'un accélérateur de la gestion de la propriété intellectuelle avec Amazon à Montréal. C'est-à-dire que les PME vont confier leurs idées et Amazon va les aider, puis Amazon va être au courant, puis Amazon va récupérer et faire autre chose. C'est ça. C'est ça le monde d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire la guerre, les gens nous donnent naturellement les choses gratuitement. Donc il faut que nous, pour notre propre pays, et je dirais pour tous les pays de la francophonie, il faut créer son propre cercle de confiance et son propre institut de la propriété intellectuelle. Alors quelques initiatives encourageantes. Il y a eu la création récente du ministère de la cybersécurité au Québec. Ça c'est très bien, c'était d'ailleurs annoncé à notre événement l'année dernière avec Eric Kerr. Mais globalement, ça sert à quoi? On ne sait pas encore vraiment. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Et surtout, on a vu encore il y a 2 ou 3 jours qu'Ottawa était en train d'annoncer qu'on était attaqué par certains pays adversaires. J'imagine la Russie, la Chine ou autres, sur des vols de brevets à distance, des vols de technologie, des vols de données. Alors la question que je me pose, c'est d'un côté, là on dit que ce sont des adversaires, et de l'autre, on dit que c'est normal, on doit accepter avec bienveillance d'autres grands groupes qui viendraient d'autres pays. On a eu les créations récentes du DIAC et de l'IDELAB, qui sont des laboratoires d'identité numérique. Ils ont eu des subventions. Ils travaillent sur les faisceaux de confiance pour déterminer les entreprises qui seraient plus ou moins de confiance. Mais encore une fois, si on n'analyse pas l'actionnariat, si on n'analyse pas la gouvernance, si on n'analyse pas l'origine des gens qui sont dedans ou qui vont investir plus tard, je ne vois pas l'utilité de s'intéresser juste au temps présent. Les tiers de confiance, vous avez compris, c'est la base de la base. Alors, au Canada, on n'en a pas encore beaucoup, mais ça commence à venir. Par contre, en France, on en a pas mal, et à tel point qu'il y a eu un groupement qui a été créé qui s'appelle la Fédération nationale des tiers de confiance, la FNTC. Et donc, on espère un jour qu'il y aura une sorte de FNTC au Canada et dans d'autres pays, d'Afrique notamment. Prenons un exemple 100% québécois. Il y a eu un projet d'identité numérique qui a été lancé avec Desjardins 44 000 employés, qui est le plus grand groupe bancaire québécois, qui gère des millions de clients au Québec.
Et donc, ils ont développé un projet d'identité numérique pour les citoyens québécois avec un tiers de confiance québécois, Notarius, qui gère les données des notaires. Et Mantle, qui est une entreprise en blockchain qui va mettre sa blockchain au service de ce projet, qui fait partie du CQTNC également. On a aussi des entreprises locales en identité numérique et cybersécurité pouvant démocratiser ces technologies. Donc, par exemple, il y en a d'autres, mais Cyber Defense AI est une entreprise qui fait un détecteur d'intrusion, prédicteur d'intrusion. C'est simple à comprendre, simple à installer, simple à utiliser, c'est pas cher. Et c'est utilisé dans 2 ministères du Québec actuellement, le MEI et le ministère des Finances. Et en Legal Tech, on a Secure Exchange qui, je vous parlais d'événements, d'apprentissage en événements, va encrypter les courriels. Quand une entreprise veut hacker une entreprise, elle va hacker les courriels et au bout de 6 mois, 1 an de prise de courriels, de millions de courriels, on comprend la pensée de quelqu'un, on comprend la pensée de l'entreprise, on peut prédire le futur, même dérouter des choses. Donc Secure Exchange, qui est une entreprise québécoise, encrypte les courriels pour les protéger. Le CQTNC, c'est nous qui l'avons initié, c'est un consortium québécois en transformation numérique et cybersécurité. On a rassemblé des entreprises de legal tech, de blockchain, de cyberdéfense, des intégrateurs, et on a rassemblé aussi une région française en entier avec tout un tas de grands groupes qui auront besoin d'être transformés. Donc plutôt que de faire des petites choses qui vont peut-être donner quelque chose plus tard, on essaye de faire des grands projets, de réunir différentes organisations importantes sur 2 continents en même temps, et ensuite de transformer de nombreuses entreprises. Allons encore plus loin que ça. On parlait de mégatechnologie. Nous sommes sur un projet de mégatech avec Drakkar et notre organisation. Donc c'est un hub digital francophone qui pourrait remplacer Facebook en partie, qui pourrait remplacer LinkedIn en partie, qui pourrait remplacer Amazon en partie. Et donc notre objectif, c'est d'avancer avec une partie de la France qui s'appelle la région Grand Est, qui est frontalière donc au Luxembourg, Belgique, Allemagne, Suisse. C'est aussi une partie du Québec, c'est très confidentiel, mais c'est un pan entier d'un domaine d'activité au Québec. Et c'est plusieurs pays d'Afrique avec lesquels nous avançons, qui eux-mêmes se prennent en main depuis longtemps et sur le fait de créer leur propre cloud souverain, leur propre crypto-monnaie, leur propre façon de penser. Ils ont compris depuis longtemps qu'il fallait s'émanciper de différents pays pour avancer. Et donc, c'est peut-être l'Afrique qui avancera avant d'autres pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Voilà. Alors, au niveau des conclusions, comment générer un écosystème de confiance francophone numérique durable? C'est d'abord une histoire de vérité plurielle et de souveraineté plurielle. Les civilisations libres seront celles qui auront leur propre technologie. Donc, il faut s'émanciper et aller créer nos propres technologies. Ensuite, c'est très philosophique, mais c'est lié à notre antériorité. A-t-on le droit d'exister tout en respectant les autres? Pour créer une troisième voie, pouvons-nous concilier le respect pour les technologies américaines tout en créant une alternative technologique mondiale francophone? Je crois que oui. Pourrions-nous utiliser en même temps 3 visions technologiques mondialisées? Ceux qui ont acheté des Mercedes et des BMW ont acheté des Audi après. Quel était le problème? Aucun. On pourrait très bien, surtout les jeunes, et ceux qui seront encore plus jeunes plus tard, pourraient très bien utiliser une technologie mondiale chinoise, une technologie mondiale anglophone et une technologie mondiale francophone. Ça développerait peut-être encore plus notre intelligence, comme ceux qui parlent plusieurs langues. Voilà. Peut-on exister et développer notre propre vision technologique, façonner avec nos valeurs, notre histoire et nos critères? Pour l'instant, nos histoires ne sont pas intégrées dans nos technologies. On utilise celles des autres. Après l'autonomie énergétique et alimentaire, on vise l'autonomie numérique. Et surtout, rêvons de faire des projets qui nous dépassent. Rêvons que des technologies soient utilisées par des dizaines de millions d'utilisateurs, voire des centaines de millions d'utilisateurs. Si on ne rêve pas de ça, on n'y arrivera tout simplement jamais. C'est ça qui nous permettra de contrôler et protéger notre identité, de payer des impôts dans l'ensemble des pays utilisateurs, ce qui est un grave problème actuellement, même si on parle d'un 15% pour le GAFAM au niveau mondial, pour ne pas être trop loin de l'Irlande, de créer des milliers d'emplois dans l'ensemble des pays utilisateurs. Ça, ce serait la base, de régénérer les espaces ruraux. Imaginez qu'on puisse remplacer les agences bancaires, les bureaux de poste qui ferment dans les villages un peu partout dans le monde, et les remplacer par une entité numérique, technologique, francophone, de confiance. D'intégrer progressivement des milliers de technologies qui seraient agrégées à une colonne vertébrale technologique francophone. D'intégrer la transition énergétique avec les normes RSE. Et surtout, imaginons une chose, la réciprocité. Nous, on n'est pas capable de racheter le GAFAM. Mais si le GAFAM n'était pas capable de nous racheter, ce ne serait pas là où on serait capable de gagner
et d'être capable de donner une sécurité, une stabilité économique numérique durable. Donc l'espace-temps juridique qui est le plus important, l'espace-temps juridique local, c'est ça qu'on doit sauvegarder pour plus tard. Et ça poserait une grande question. Devra-t-on partager la propriété intellectuelle entre plusieurs pays de la francophonie? Ce qu'on aurait dû faire pour les vaccins, probablement, pour que les vaccins soient envoyés partout. Ou alors, on va faire comme les Américains. Un seul des pays de la francophonie aura tous les droits et pourra dominer le reste du monde, comme le fait actuellement la Californie. Voilà. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à une prochaine fois. Je remercie également Christian Vaupreur et Laurence Honora, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Merci à vous. Comment générer un écosystème de confiance francophone numérique durable? Alors, le premier constat, dans le fond, qui est fait, c'est qu'on vit à l'intérieur de 3 mondes, comme vous l'avez dit. Donc, on a les grands pays, les villes-mondes, oui, et puis les GAFAM. Donc, oui, donc en fait, on est à l'intérieur de cette dynamique-là. Et donc, dans le fond, on veut essayer de déterminer une identité numérique qui soit la nôtre, oui, qui soit francophone. Et puis, donc, il va falloir lutter contre ces grands géants. Donc, on a essayé d'imposer des impôts, comme vous dites, mais Trump a refusé. Donc, on ne sait pas trop encore comment se situer par rapport à ça. Vous avez cité Alain Saulnier qui a écrit Les barbares numériques. Oui. Et je trouvais ça intéressant de voir que les jeunes de 35 ans sont plus citoyens des GAFAM que citoyens de leur propre pays. Donc, c'est assez intéressant de voir leur implication et tout ça, et comment ils sont. Et puis, et aussi, vous avez cité Jacques Attali qui dit si les GAFAM s'effondrent, eh ben, nous aussi, on tombe. Oui. Donc, c'est important de voir cet enjeu et un petit peu cette dynamique. Et donc, ça, c'est en fait le constat de la situation. Donc, comment, à l'intérieur de cette situation, on pourra créer cette fameuse identité francophone numérique. Ça n'est pas facile. Mais, comme dit Eric Kerr, big is beautiful. Alors, pourquoi ne pas être big, nous aussi? Oui. Donc, vous avez parlé également de la cybersécurité, parce qu'effectivement, quand on parle d'identité numérique, on parle de quelque chose qui est très sensible, parce que ce sont notre identité, c'est parfois nos données personnelles. Donc, la cybersécurité, dans le fond, c'est une question très importante. Donc, il y a plusieurs initiatives, mais je pense que ce que vous avez dit, le principal, c'est qu'il manque de main-d'œuvre. Oui. On n'a pas assez de spécialistes en cybersécurité, et ça coûte encore assez cher de se sécuriser tout à fait. En tant qu'entreprise. Et c'est pour ça que ça prend un plan pour démocratiser la cybersécurité. Parce que tant qu'on la laisse au niveau des élites, au niveau des grands groupes, de ceux qui ont des moyens, on n'y arrivera pas. Donc ça prend un plan avec une cartographie pour rabaisser l'accès financièrement à ces technologies, l'accès aux compétences, et être capable de dupliquer tout ça dans des réseaux, toutes les petites associations, villes et entreprises. Dans un certain sens, c'est démocratiser la sécurité un petit peu. C'est ça, et on en est là. Les technologies qu'on propose, on est plusieurs entreprises à le proposer, sont des technologies avec de l'intelligence artificielle qui marchent très bien, qui ne sont pas chères, et qu'on peut mettre en place immédiatement. Et ce que vous dites aussi, c'est n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de la plage blanche, n'ayons pas peur du flou, n'ayons pas peur de l'incertitude. C'est ce qui a permis d'ailleurs aux GAFAM de devenir des grands. Tout à fait. Donc pourquoi pas nous, en tant que francophones, nous pourrions pas justement ouvrir cette page et construire notre identité numérique francophone responsable et durable. C'est ça.